Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour le premier épisode de Paroles de politique. Je suis Dimitri Petit et je suis très heureux de vous présenter votre rendez-vous politique du mois d'octobre. Autour de la table, nous avons Lola, Baptiste, Théo, Alexandre et Devika. Je vous remercie à tous d'être présents et sans plus tarder, passons à l'actualité nationale avec Lola. Une décision inédite pour le vote du budget de 2025, censé être voté au plus tard le 31 décembre. Voici une nouvelle épreuve pour le gouvernement, le vote du projet de loi de finances. Le Conseil des ministres a, le 23 octobre, autorisé un éventuel recours à l'article 49.3 sur le projet de la loi des finances, que Michel Barnier pourrait utiliser si nécessaire. Cet article, pour rappel, permet d'adopter un texte sans vote à l'Assemblée nationale, sauf en cas de motion de censure. Cependant, le gouvernement pourrait d'abord choisir de laisser les députés voter, même si cela entraîne le rejet de la partie recettes du budget. Si cette partie était adoptée, seule la partie dépenses serait examinée ensuite. Cette stratégie permettrait à Barnier d'éviter un recours fréquent au 49.3, tout en exposant le budget à des modifications potentielles significatives. Dans un contexte où il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, mais une majorité au Sénat, cette approche pourrait faciliter la conciliation entre les deux chambres. En cas de rejet de la partie recettes, l'ensemble du projet de loi serait directement envoyé au Sénat, simplifiant ainsi le processus. Bien que certains élus appellent à un recours immédiat au 49.3, l'hypothèse de laisser le vote en première lecture est sérieusement envisagée par le gouvernement, faisant partie des options explorées pour réussir l'adoption du budget 2025. Le couple présidentiel s'est envolé au Maroc, mais pour quelle raison ? Et oui, Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés lundi au Maroc. Ils ont été accueillis par le roi Mohamed VI. L'objectif, un rapprochement entre les deux pays, renforcer la coopération économique, notamment sur des questions clés comme le Sahara occidental et l'immigration. Finalement, ce sont 22 contrats d'investissement d'une valeur totale de 10 milliards d'euros qui ont été conclus. Le couple présidentiel a d'abord participé à un moment de recueillement au mausolée de Mohamed V avant de se rendre au Parlement marocain pour une allocution. Sa délégation comprenant 122 personnes et 9 ministres reflète l'importance de cette visite, tandis que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, doit rencontrer son homologue marocain pour discuter de la lutte contre l'immigration clandestine. Et est-ce qu'il y a eu vraiment des retombées économiques positives par les JO ? Eh bien, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont temporairement boosté l'économie avec une croissance du PIB de 0,4% au troisième trimestre selon l'INSEE. Ce rebond est en grande partie dû aux ventes de billets et aux droits de diffusion. Cependant, sans les JO, la croissance serait seulement de 0,2%. La consommation a légèrement augmenté, mais la reprise s'essouffle. Les signes d'alerte persistent. La production manufacturière stagne, l'investissement des ménages recule et les exportations ont chuté elles aussi. L'INSEE prévoit une stagnation pour le quatrième trimestre, tout en estimant une croissance annuelle de 1,1%. Merci Lola pour ces informations. Vous l'avez peut-être remarqué, mais nous parlons beaucoup de budget, d'inflation, de dette publique, etc. Peut-être que tout cela est clair pour les économistes chevronnés, mais qu'en est-il réellement ? D'où vient cette dette ? Quelles en sont les conséquences ? Baptiste, je te laisse nous expliquer. Eh bien Dimitri, les débats houleux autour du projet de loi de finances présenté par Michel Barnier le 10 octobre n'en finissent plus à l'Assemblée nationale. Ce projet prévoit 60 milliards d'euros d'économies afin de progressivement diminuer le déficit public. Le déficit budgétaire atteindra 6,1% du PIB d'ici la fin d'année. L'objectif du nouveau gouvernement et de ses ministres est donc de le faire diminuer progressivement, à hauteur de 5% en 2025, puis de 3% en 2029. Pour y parvenir, deux solutions, réduire les dépenses publiques et augmenter les impôts, soit respectivement 40 et 20 milliards d'euros d'économies. En quoi consiste réellement le budget de l'État ? Eh bien, le budget correspond à l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État sur une année. La France est déficitaire car cela fait plus de 30 ans que les dépenses sont plus élevées que les recettes. Les principales recettes de l'État sont les impôts et les taxes que nous et les entreprises payons.
Les dépenses représentent les services publics, la police, l'école ou encore la justice. Le budget est structuré en 3 parties bien distinctes qui sont les missions, les programmes et les actions. Le projet de loi de finances, qui est l'autre nom du budget, est minutieusement préparé par les services du ministère de l'économie et des finances. Il doit être voté tous les ans par l'Assemblée nationale, puis le Sénat. Évidemment, les parlementaires sont en mesure de modifier le texte de loi. Lorsque le texte est finalement adopté, il est signé par le président de la République, puis publié dans le journal officiel. Comment cela se fait-il alors que le budget n'ait pas officiellement été présenté ? Car l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté pour valider ou non ce budget. Les députés ne sont pas parvenus à étudier tous les amendements du texte de loi, un total de 3500 amendements. Le vote, supposé avoir lieu samedi 26 octobre, a été reporté ultérieurement. Les débats, eux, reprendront le 5 novembre. Néanmoins, les discussions à venir s'annoncent tout autant complexes. Afin d'accélérer les débats, le Nouveau Front Populaire et Ensemble pour la République ont annoncé retirer une partie de leurs amendements, ce qu'a refusé la droite républicaine. Michel Barnier a évoqué la possibilité d'un nouveau recours au 49.3 pour adopter le budget d'ici la fin d'année. Choix délicat pour un gouvernement qui a déjà échappé au vote d'une motion de censure. Le Rassemblement national avait choisi de ne pas la voter, mais pourrait bien changer sa position à l'avenir. Le texte d'origine a, quant à lui, largement évolué depuis le commencement des débats. L'amendement concernant la surtaxe des grandes entreprises a été rejeté, l'alourdissement du malus pour les voitures essence et diesel également, tandis que l'augmentation de la taxation sur l'électricité a été supprimée par les députés macronistes eux-mêmes. Merci Baptiste pour ces explications. Maintenant, faisons un petit jeu. Comme nous faisons partie de l'Union européenne et plus largement de l'Europe, je trouve important que nous en parlions. Qu'on sache ce qui se passe un petit peu chez nos voisins. Alors, je vais vous donner un pays européen et vous allez me dire ce qui s'est passé là-bas. Assez simple, d'accord ? Commençons tout de suite. Alors très bien, commençons un petit peu en douceur avec cette question. Que s'est-il passé en Géorgie ? Il y a eu les élections législatives. Oui. Est-ce que ces élections étaient frauduleuses ? Oui, Probablement. Sûrement, ouais. Sûrement. Oui. Bon, après, maintenant pourquoi ? on a vu l'accession, en tout cas un parti pro-russe gagner en Géorgie. Oui, jusque-là c'est bon, mais en quoi ce serait frauduleux tout ça ? Parce que généralement les pays qui sont proches des Russes, enfin en tout cas du Kremlin, sont plutôt... C'est de la discrimination ça, Théo. Mais non, mais... Non, mais en fait, il a assez raison, puisque des ingérences russes ont été trouvées, notamment avec du bourrage d'urnes, d'intimidation, etc., etc. Et est-ce que vous savez quel est le nom du parti qui a gagné ? Parti rêve. Effectivement, c'est un beau nom de parti, faut quand même pas se le cacher. Bravo. C'est Rêve géorgien. Voilà. Et ils ont remporté, laissez-moi retrouver, 54% des voix contre 37% pour la coalition pro-européenne. Donc ça, c'est évidemment un ralentissement, parce que la Géorgie est en ce moment dans un processus pour intégrer l'Union européenne. Mais ça, c'est ralenti. Bon, si personne n'a d'autres informations, nous allons changer de question. Tu peux passer une autre question. Oui. Ouais. Parce que je vois pense que vous que- êtes, Le point ne Je va à pense que personne. c'est une bonne idée. vous êtes spécialiste de la Géorgie, je le vois. Ouais. Donc on va aller dans un pays que vous connaissez encore plus, parce qu'il est plus proche, enfin normalement, la Moldavie. Est-ce que vous savez où est-ce que c'est sur une carte ? Oui, quand même, je pense que ça devrait aller. Ouais. On sait jamais. Approximativement. Donc, que s'est-il passé en Moldavie ? Est-ce que c'est encore à propos d'élections ? Bravo. C'est de la logique. Des élections législatives, peut-être ? Ah, dommage, raté. Ah. C'était des élections présidentielles et J'allais le dire. en même temps, d'adhésion à l'UE.
Ils ont fait les deux en même temps. Oui, je vois totalement. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez une idée du résultat du oui pour l'adhésion à l'UE ? À 50,4 ou quelque chose comme ça, je crois, pour l'UE. Je crois que j'ai vu l'info il y a quelques... Mais il est il bon pas ce si longtemps que Théo, ça. hein. Incroyable. 54,4% Non, je des connais voix. l'info. Et encore une fois, est-ce que cette élection a été frauduleuse ? Pourquoi pas? Effectivement, pourquoi pas, mais comment surtout ? Peut-être des pro-russes encore. C'est une idée fixe, Théo. Peut-être. Mais malheureusement, t'as raison. Trop fort. Et oui. Et oui, dans ce petit pays où il y a une très grosse nostalgie de l'ère soviétique et beaucoup d'actions de pro-russes, les autorités ont dénombré au minimum 130 000 achats de vote. Et toutes les actions menées en faveur de l'Union européenne, c'est-à-dire des échanges, pas des référendums, mais plus des rencontres avec les personnes, en fonction de la région de Moldavie, c'était plus ou moins bien reçu, puisque la propagande russe a fait de très bons travail dans le nord de la Moldavie, puisque la plupart des gens avaient des idées très néfastes, ont toujours des idées très néfastes sur l'Union européenne. Par contre, dans les aires plus développées, c'est là où il y a plus de oui. Et finalement, passons à la dernière question, parce que je vois que vous êtes encore des spécialistes de la Moldavie, va falloir faire votre travail un petit peu. Hein. Quelle surtaxe l'Union européenne vient-elle d'adopter ? Sur les véhicules électriques importés de Chine. Félicitations Alexandre. Ah oui. Encore un spécialiste. Et oui, Ouais. il a Taxé fait à son travail. 33%, je crois, un truc comme ça. Alors ça dépend du constructeur, parce que les véhicules électriques chinois ont droit de la part de leur gouvernement d'énormément de subventions, ce qui fait que la filière industrielle européenne elle est moins compétitive. C'est pour ça que l'Union européenne, malgré des tractations qui étaient en cours, ont décidé d'adopter cette surtaxe pour que leur économie de la voiture électrique reste à flot. C'est pour ça qu'on a en fonction des constructeurs, j'ai pas tout donné les constructeurs parce que même moi j'ai pas tout compris, Ça fait trop, hein. mais entre 7 et 35% supplémentaires en fonction du nombre de subventions que l'entreprise avait reçues. Mais ce n'est pas fixe, puisqu'il y a encore des négociations qui peuvent se faire, mais en tout cas pour l'instant, les véhicules électriques chinois auront entre 7 et 35% supplémentaires en taxes, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà les 10% de base. Donc, je vois que vous en avez aucune idée de ce que je veux Toujours dire. des spécialistes. Hein, on passe par la Turquie maintenant. La Chine, elle passe par la Turquie pour la production de ses véhicules électriques pour éviter cette taxe, non ? Ça, je sais pas. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas lu ça, mais faudrait vérifier. Ouais. Donc, maintenant que nous avons fait un petit point sur l'Europe, assez ludique et surtout, vous étiez vachement silencieux parce que vous n'avez pas fait votre travail. Félicitations, les gars. Nous allons partir maintenant. Nous allons traverser l'Atlantique en évitant les icebergs pour les États-Unis et les prochaines élections américaines. Vous n'êtes pas sans savoir que Kamala Harris et Donald Trump se disputent la présidence de la première puissance mondiale. Donc ça, c'est au tour d'Alexandre de nous décrypter tout ça. Good evening, America! Drill, baby, drill. Et oui, ces élections américaines sont dites d'un blockbuster comme seule l'Amérique sait faire. Des stars, des coups de feu, des danses en tenue d'employé de McDonald's, des dons d'1 million d'euros. Le duel entre le milliardaire républicain et l'ancienne procureure démocrate touche à sa fin. Bon, on va pas estimer et parier sur qui va gagner, on va plutôt essayer de comprendre le système de vote et les enjeux de cette élection. Alors aux États-Unis, le président est élu tous les 4 ans, le mardi qui suit le mois de novembre, donc ici le mardi 5 novembre. Un an avant la présidentielle, il y a les primaires qui élisent les futurs candidats. Donc cette année, c'est donc Joe Biden qui s'est présenté tout seul pour le camp des démocrates et Donald Trump qui a triomphé de Nikki Haley pour les républicains au cours du fameux Super Tuesday. Mais dis-moi, comment font les candidats pour remporter des votes ? Alors après que les deux candidats soient choisis, c'est la course aux États. Parce que oui, aux États-Unis, on vote pas directement pour les candidats, c'est un système de collège électoral. C'est-à-dire que les Américains votent pour des grands électeurs qui ensuite vont voter pour un des deux candidats. Donc le nombre de grands électeurs correspond au nombre de représentants de chaque État au Congrès et la population de chaque État correspond au nombre de représentants au Congrès. On va faire plus simple. En Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, avec 40 millions d'habitants, il y a 52 grands électeurs avec 2 sénateurs, ce qui fait 54 grands électeurs. Au Wyoming, où il n'y a que 570 000 habitants, il n'y a que 3 grands électeurs. Donc l'enjeu est donc d'aller gagner
dans les États où il y a le plus de grands électeurs. Et il suffit alors pour un candidat, d'ailleurs aux États-Unis, de remporter 50% et une voix pour gagner l'entièreté de l'État. Donc chaque voix et le vote est très important et tout peut basculer à n'importe quel moment. Mais tous les États ont déjà un camp pour qui ils vont voter ? Alors en ce qui concerne les États, il y a les Red et les Blue States qui sont des États qui sont historiquement républicains ou démocrates. Par contre, c'est ici que vient la clé de l'élection, c'est les Swing States. Donc ils représentent des États qui sont passibles de basculer d'un côté ou de l'autre de la balance. Donc cette année, ils sont au nombre de 7 avec l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Donc c'est ici que la campagne se joue et que les plus gros budgets sont alloués au marketing et au déplacement. Mais si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas la seule élection qui aura lieu. Et non, on l'a dit, aux États-Unis, le vote il est primordial et donc c'est pas les seules élections parce que les Américains, le 5 novembre, ils vont aussi voter pour les 435 élus de la Chambre des représentants, qui eux aussi voteront ensuite pour les candidats à la présidentielle. Mais il y a aussi les élections des gouverneurs, très important, les sénateurs, sans compter les nombreuses élections locales de shérifs et juges, par exemple. Très bien, maintenant on sait comment ça fonctionne, mais quels sont les enjeux de cette élection ? Et oui, parce que Kamala Harris et Donald Trump ne gagnent pas les États en dansant ou en invitant des stars. Ils doivent convaincre sur des vraies problématiques et certaines peuvent vraiment faire basculer l'issue des résultats. Donc parmi les grandes problématiques, il y a évidemment l'immigration, avec l'État de l'Arizona, c'est une question qui est très importante avec la communauté hispanique qui est au cœur de ce débat. Il y a aussi les conflits et relations internationales avec l'Israël et la Russie. Donc sur ce point-là, l'arrivée d'un des deux candidats peut vraiment faire basculer l'issue de ces situations à l'international, notamment suite aux ingérences russes qu'il y a eu sur les votes en ligne américains. On pense que Donald Trump, s'il est élu, ne sera pas très commode avec son camarade Vladimir Poutine. Donc c'est vraiment des problématiques qui concernent beaucoup de pays à l'international et ainsi pour de milliers d'habitants qui sont présents dans ces zones de conflit. Comme autre problématique plus américaine, il y a évidemment des problématiques classiques comme l'immobilier, l'industrie ou encore le pouvoir d'achat. Et la dernière qui n'est pas des moindres, l'avortement, fermement défendu par Kamala Harris et qui pose beaucoup de problèmes, on le sait, à Donald Trump. Donc en somme, entre les électrices pro-Trump en 2016 qui se tournent vers les démocrates en raison de l'avortement, les Afro-Américains qui se tournent vers Donald Trump car Kamala Harris ferait de l'opportunisme, sans compter le vote des jeunes qui est de plus en plus important, les sinistrés de la tempête Milton qui attendent de l'aide, en sachant que maintenant près de 100 millions d'Américains ont déjà voté, ces élections nous auront fait bondir plus d'une fois et leur issue risque d'être capitale. Merci beaucoup Alexandre. Nous reviendrons évidemment en profondeur sur les résultats lors de la prochaine émission. Faisons maintenant un petit détour dans le champ de la rhétorique avec Théo. Théo, de quel discours veux-tu parler aujourd'hui ? Notre maison brûle. Mais qui allait celle-là ? La poudre de perlimpinpin. Au secours ! Au revoir. Je voudrais aborder des discours de cette campagne électorale qui a montré l'étendue de la violence aux États-Unis. Nous l'avons vu lors de la première tentative d'assassinat contre Donald Trump le 13 juillet où il a été blessé à l'oreille. La seconde tentative présumée d'assassinat a eu lieu le 15 septembre lorsque l'ancien président jouait au golf en Floride. Jamais une élection présidentielle n'aurait été aussi explosive. La violence de la campagne est historique dans l'histoire des États-Unis depuis 1968 et l'assassinat de l'ancien président Robert F. Kennedy. Pour comprendre cette telle violence, les discours, les propos du candidat Donald Trump prouvent la tension créée, notamment tenue sur la chaîne Fox News le 14 octobre. En voici un extrait. We have some sick people, radical left lunatics, and I think and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Et quelle a été la réponse de Kamala Harris ? By National Guard, or if really necessary, by the military. You and I both know that he has talked about turning the American military on the American people. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy. Pour rapidement traduire, Donald Trump prononce l'idée d'utiliser l'armée, tandis que Kamala Harris fustige cette idée, comme quoi ce ne serait pas utile face à des protestants pacifiques. Théo, continue. L'utilisation à outrance des fausses informations participe au basculement de notre société, de notre démocratie, dont la philosophe Myriam Revaud d'Allonne nomme la post-vérité. Il désigne les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles.
c'est-à-dire un monde dans lequel le vrai et le faux n'ont plus d'importance. Cela pourrait amener même à la post-démocratie. Un système politique ayant à première vue les apparences d'une démocratie, mais en réalité, le peuple est privé de son rôle politique. Ce terme s'est popularisé au moment de la campagne du Brexit en 2016 et de l'élection présidentielle américaine de la même année. Et qu'est-ce que ce principe de post-vérité nous rappelle ? À l'image du roman 1984 de George Orwell, où Big Brother, un personnage fictif, représente toutes les institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée. Le chef du parti sait et voit tout. Dans cet univers alternatif, la réalité est détricotée. Le parti construit à son image la fausse et nouvelle réalité de la société. L'objectif n'étant pas de forcer la main aux citoyens, mais de les convaincre du bon sens de la vérité, comme l'incohérence du 2 + 2 = 5. Ne pas pouvoir prendre de recul sur tel ou tel sujet, dire tout haut une énormité sans jamais voir le début du commencement d'un argument est à minima problématique. C'est en cela que nous faisons face aux États-Unis. Nous l'avons vu, Donald Trump utilise par ses discours la peur, le dégoût et même la haine de l'autre. C'était notamment le cas lorsque l'ancien président parlait des immigrés mangeurs de chiens et de chats, sur le plateau TV ABC News face à Kamala Harris le 10 septembre. Dans un système politique comme la démocratie, doit pouvoir, par le débat, la confrontation d'idées, éclairer l'opinion publique. Le système démocratique représentatif est fragile face aux concepts comme la post-vérité, d'autant plus que si les citoyens et les citoyennes sont seulement appelés à voter, il est alors difficile pour eux de trancher, de se faire une opinion. Pour cela, les journalistes doivent faire appel à la recherche et à la rigueur, redonner crédit à l'information. Aux citoyennes et citoyens doivent faire confiance aux médias dans leur mission d'information. Merci Théo pour ces informations. Je tiens à préciser que 1984 est un excellent livre et qu'il faudrait le lire. Maintenant, pour terminer cette émission, Devika va nous présenter l'actualité internationale. Moscou redirige ses exportations vers l'Asie et le Golfe pour concentrer les sanctions occidentales. Au cœur de cette stratégie, la réactivation d'une voie ferrée de 162 km le long de la mer Caspienne. Cette ligne ferroviaire vise à renforcer les échanges avec l'Iran et elle symbolise un rapprochement stratégique entre les deux pays. Le port d'Astrakhan au nord de la Caspienne accueille désormais des centaines d'entreprises iraniennes spécialisées dans les matériaux de construction, le bois, les engrais et plus récemment l'armement. Ce partenariat devait être finalisé lors de la prochaine visite en Russie du nouveau président iranien. Cette alliance qui s'octue dans l'ombre de la guerre en Ukraine est une étape clé dans la volonté de Moscou de construire un nouvel ordre mondial en coopération avec les pays du Sud global. Et maintenant, allons au Moyen-Orient où le conflit entre Israël et ses voisins continue. Et oui, dans la bande de Gaza, à travers toutes ces attaques, elle traverse ses heures les plus sombres selon Volker Turk, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, qui alerte sur la situation inimaginable et évoque des risques de crimes contre l'humanité. Depuis plus d'1 an, la guerre entre Israël et le Hamas, plus de 150 000 Palestiniens seraient morts, blessés ou portés disparus. Dans le nord de Gaza, 3 soldats israéliens ont récemment perdu la vie, portant à 361 le nombre de militaires israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre. Par ailleurs, Israël poursuit ses bombardements au Liban, visant dans la banlieue sud de Beyrouth et tuant 3 journalistes depuis le début. Un espoir de trêve semble toutefois émerger alors qu'Israël a envoyé une délégation au Qatar pour négocier un possible cessez-le-feu et la libération des otages. L'Iran promet une réponse appropriée après les frappes israéliennes, tout en appelant à une condamnation par le Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, l'Égypte propose une trêve de 2 jours à Gaza, espérant une pause dans les combats. Maintenant, faisons le cap plus au nord, où le militant écologiste Paul Watson, actuellement détenu au Groenland, a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française. Et oui, Paul Watson, le militant écologiste canadien emprisonné depuis plus de 100 jours à Nuuk, au Groenland, souhaite retourner en France où il réside depuis 2015 avec sa famille. Après une première démarche, il avait sollicité l'asile politique auprès du président Emmanuel Macron dans une lettre datée du 16 octobre. Toutefois, comme l'ont rappelé les ministres des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, la législation impose que toute demande d'asile soit faite directement depuis le territoire français. Pour contourner cet obstacle, Paul Watson, âgé de 73 ans, a finalement opté pour une demande de nationalité française en ligne, qui est possible depuis février 2023. Son avocat a confirmé le choix ce 24 octobre, tandis que Watson déclarait vouloir faire de la France sa maison de façon permanente.
Merci Devika pour ces informations. C'est donc la fin de votre émission Parole de politique. Nous reviendrons le mois prochain pour décrypter l'actualité politique en France, en Europe et dans le monde. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également la régie et l'école de journalisme. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.